Une présentation suivie d'un moment d'échange avec des réponses à vos questions. Je vais débuter par une présentation de notre structure, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et après, 4 grandes thématiques qui vont répondre à des questions. Pourquoi rénover? Pourquoi engager une rénovation énergétique? Comment rénover? Comment s'y prendre? Quelles sont les étapes du projet et les acteurs qui interviennent dans ce projet? Et également la question du financement et des aides financières existantes à ce jour. Donc tout d'abord, je m'appelle Jérémy Bucaille, je suis conseiller énergie copropriété à l'Agence locale de l'énergie et du climat. Donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. L'association existe depuis plus de 20 ans et notre rôle, c'est de conseiller, d'accompagner et de promouvoir la rénovation énergétique sur le territoire. Donc notre territoire, ça comprend le sud et centre-Yvelines, notamment les communautés d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles-Grand Parc, Rambouillet Territoire, Cœur d'Yvelines et la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc, au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat, nous portons un espace conseil France Rénov'. Donc, France Rénov', c'est le service public de la rénovation énergétique. C'est un service public qui est déployé sur tout le territoire français. Et donc, localement, sur notre territoire, c'est nous qui assurons ce service public, qui a pour but de guider les particuliers, de les conseiller sur comment améliorer l'aspect énergétique de leurs biens, que ce soit des maisons ou des copropriétés. Et donc, c'est un conseil qui est gratuit, financé par des collectivités locales, notamment localement par le département des Yvelines. Et il est également indépendant et neutre parce que nous ne sommes pas liés à des entreprises, nous ne sommes pas financés par des entreprises. Alors, la première question déjà de ce webinaire, c'est pourquoi déjà engager une rénovation énergétique? Alors, il y a plusieurs raisons de l'engager et vous serez sensible à l'une ou à toutes de ces raisons. En tout cas, c'est des leviers qui existent pour motiver notamment des copropriétaires dans le cadre d'une copropriété sur lesquels vous pouvez appuyer. Pourquoi rénover? Déjà, la première raison, pour avoir des économies d'énergie. Des économies d'énergie, donc des économies au niveau des factures d'énergie qu'on paye. Dans le contexte actuel de la hausse des prix de l'énergie, c'est vraiment un des buts principaux. Plus de valeur, c'est-à-dire valoriser le bien à la fois en termes d'entretien de ce bien, le valoriser en le rénovant, c'est-à-dire améliorer son étiquette énergétique, améliorer aussi peut-être son aspect architectural. La rénovation énergétique, elle n'est pas forcément que énergétique. Et peut-être le valoriser quand vous allez plus tard le vendre ou le mettre en location avec une meilleure étiquette énergétique. Plus de confort, parce que le but principal d'une rénovation énergétique, c'est d'abord d'améliorer le confort des occupants, autant en hiver qu'en été, et aussi d'améliorer la qualité de l'air, de réduire les problèmes d'humidité dans le logement. Et dernier point, c'est faire face aussi à la réglementation, à toutes les réglementations qui arrivent, qui existent déjà ou qui vont arriver dans les années à venir. Notamment, vous avez dû entendre parler de l'interdiction de location des passoires thermiques. Donc voilà, il y a cette réglementation, il y en a d'autres. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail de chacun de ces points de pourquoi rénover. Donc la première chose, pourquoi rénover? La hausse des prix de l'énergie. Ça, on en parle partout, hein. Vous allumez la télé, tout le monde en parle, la question des boucliers tarifaires, la question de la hausse du prix de toutes les énergies, que ce soit le gaz, le fioul, l'électricité et même le bois énergie, a très fortement augmenté ces dernières années et surtout depuis le début de l'année, du fait des contraintes géopolitiques qu'on connaît tous. Donc juste quelques chiffres comme ça pour avoir en idée. La question déjà du gaz. Beaucoup de copropriétés dans les Yvelines sont chauffées au gaz, que ce soit à titre individuel ou via des chaudières collectives gaz. Depuis juillet 2020, donc si on prend les dates de juillet 2020 jusqu'à octobre 2021, donc sur une année environ, la hausse du prix du gaz
au tarif réglementé, donc le tarif qui est fixé par l'État, a augmenté de 71%. Donc on voit que ça, c'est bien avant le début de l'année, bien avant la guerre en Ukraine, que le prix du gaz avait déjà augmenté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement, dès octobre 2021, a mis en place un bouclier tarifaire qui a bloqué le prix du tarif réglementé du gaz. Donc depuis cette période-là, le tarif du gaz au tarif réglementé n'a pas évolué. S'il n'y avait pas eu ce bouclier tarifaire, la hausse entre octobre 2021 et aujourd'hui aurait été de plus 167%, donc presque multiplié par 2. Donc ce bouclier tarifaire, en effet, il est pertinent, il a permis d'éviter que les factures explosent. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce bouclier tarifaire, il ne concerne pas tout le monde. Il concerne les clients qui peuvent bénéficier de ce tarif réglementé ou les petites copropriétés qui ne sont pas forcément au tarif réglementé, mais qui ont une consommation de gaz inférieure à 150 MWh par an. Donc ça, bien sûr, ça va dépendre du niveau d'isolation de la copropriété, mais ça correspond à des copropriétés qui ne vont très souvent pas dépasser 20-30 logements. Donc les copropriétés qui sont au-dessus et qui sont en chauffage collectif ne bénéficient pas de ce bouclier tarifaire. Et donc, nous, on a des retours de copropriétés qui nous indiquent que les tarifs qu'on leur propose pour les années à venir, pour les mois à venir, au niveau du gaz collectif, sont multipliés par 4, 5, 6, et donc les charges d'énergie sont multipliées par 4, 5 ou 6 pour les copropriétaires, pour les mois à venir, pour l'hiver à venir. Donc il y a le gaz, en effet, mais il y a également l'électricité. Vous avez sur l'électricité une hausse, alors là j'ai pris une période qui est plutôt de 2008 jusqu'à 2022, on a une hausse de presque 70% du tarif de l'électricité sur cette période. En 2022, à l'image du gaz, il y a eu un bouclier tarifaire qui a été mis en œuvre, qui a limité cette hausse à 4%. En revanche, encore une fois, ce bouclier tarifaire ne concerne pas tout le monde. Il y a des copropriétés, elles sont moins nombreuses que les copropriétés au gaz collectif, mais il y a des copropriétés qui se chauffent à l'électricité d'une manière collective, par exemple avec des planchers chauffants collectifs, et elles ne sont pas concernées par ce bouclier tarifaire en grande majorité. Et là, encore une fois, le prix de l'électricité a explosé dans ces copropriétés-là. Dans tous les cas, même avec un bouclier tarifaire, le prix du gaz et de l'électricité est amené à augmenter et le tarif réglementé devrait augmenter, ça c'est les paroles du gouvernement, début 2023, de plus 15% pour le gaz et pour l'électricité, au niveau des tarifs réglementés. Sachant que les tarifs réglementés du gaz disparaîtront ensuite en juillet 2023. Donc là, on n'a pas forcément d'informations sur comment va continuer le bouclier tarifaire à ce niveau-là, mais voilà, il y a ces choses à prendre en compte. Le deuxième point, c'est la valorisation du bien. Une rénovation énergétique, alors il y a plusieurs aspects dans une rénovation énergétique, mais il y a une notion qui revient de plus en plus aujourd'hui, c'est la question de la valeur verte. Valeur verte, ça veut dire qu'un bien qui est isolé, un bien qui a une bonne étiquette énergétique, par exemple en étiquette A ou B, il a une valeur, une plus-value sur des appartements, sur des maisons qui ont des étiquettes, des plus mauvaises étiquettes, et encore plus sur les passoires thermiques qui sont en F ou G. Donc ça a été prouvé par une étude qui a été faite par les notaires de France, qui a comparé en fait les prix de vente des appartements en fonction de leur étiquette énergétique. Donc vous avez sur ce PowerPoint la carte de France qui démontre en fonction des régions la plus-value sur les étiquettes A ou B comparée à des immeubles en étiquette D. D, c'est la moyenne sur les immeubles de manière générale. Donc, ce qu'on voit, c'est que par exemple, en Île-de-France, cette plus-value, quand on est en étiquette A ou B par rapport à une étiquette D, elle est de plus 6%. Alors, si on compare ça à d'autres régions, par exemple Centre-Val de Loire, là, la plus-value, elle est de plus 17%. Donc, elle peut sembler faible, cette plus-value, peut-être au niveau de l'Île-de-France, mais elle a tendance à augmenter de plus en plus, la différence de prix.
Et avec la mise en œuvre des nouvelles réglementations, notamment l'interdiction de mise en location des passoires thermiques, de choses comme ça, les biens qui ont des mauvaises étiquettes énergétiques sont de plus en plus dépréciés en termes de valeur. Donc cette étude, si vous souhaitez plus d'informations, j'ai mis le lien pour la retrouver dans le PowerPoint. Vous pourrez voir plus d'informations sur ça. Au niveau de la valorisation, la rénovation énergétique, elle n'est pas forcément que énergétique. Quand on rénove un bien, il y a d'autres plus-values, il y a la question de la requalification architecturale, c'est-à-dire une copropriété, un immeuble des années 60, 70, bon, il n'a pas forcément une image intéressante d'un point de vue architectural, ça peut être intéressant de lui donner un coup de jeune, rien qu'au niveau des couleurs, au niveau des espaces, des choses comme ça, il peut y avoir une réflexion architecturale et une amélioration architecturale qui va aussi valoriser votre bien. La rénovation énergétique, elle peut comprendre aussi d'autres plus-values, notamment sur l'aspect isolation acoustique. Quand vous avez, notamment si votre bâtiment il donne sur des rues très passantes, le changement des fenêtres, l'isolation par l'extérieur va apporter une amélioration du point de vue isolation par rapport au bruit et pas seulement l'aspect thermique. Du coup. Ensuite, il y a la question du confort. Alors, le confort thermique, il se définit selon 3 paramètres. On entend beaucoup parler, surtout en ce moment, de la question de la température. On indique, voilà, pour être bien dans un logement et pour économiser, il faut chauffer à 19 degrés. Mais ça, en fait, ça ne prend pas en compte le fait qu'il y a des logements qui sont très bien isolés, où 19 degrés, on va être tout à fait confortable, et des logements, au contraire, passoires thermiques, mal isolés, où les murs vont être très froids en hiver, ou au contraire, 19 degrés, on va avoir un ressenti qui est très froid, du fait que la température ressentie, en fait, c'est la moyenne entre la température ambiante, la température de l'air, et la température des parois. Donc, si vous avez des murs, vous avez des vitrages qui ne sont pas isolés, qui sont très froids en hiver, vous allez avoir un ressenti qui va être inférieur à 19 degrés en hiver. Ce qui va demander généralement d'augmenter la température du thermostat, de chauffer plutôt à 20-21 degrés. Et là, le chiffre qu'on donne généralement, c'est que 1 degré de plus sur la consigne de température, c'est entre 7 et 15% d'augmentation de la consommation d'énergie. Un autre paramètre, c'est la question de l'étanchéité à l'air. C'est-à-dire que si on a des courants d'air au niveau des fenêtres, au niveau des portes, parce qu'on est mal isolé, on a une mauvaise étanchéité à l'air, ça va dégrader le ressenti et encore une fois, on va avoir besoin d'augmenter encore plus le thermostat, sinon on va ressentir un inconfort. L'autre paramètre, c'est la question du taux d'humidité. L'humidité de la pièce, souvent dans des logements mal isolés, on a des taux d'humidité assez élevés du fait de la condensation sur les parois froides. Ce taux d'humidité, en fait, il va impacter le ressenti et si on a un air qui est humide, généralement, on aura besoin, pareil, d'avoir une température plus élevée pour atteindre un certain niveau de confort. Ensuite, il y a la question du contexte réglementaire. Donc ça, je vais faire un petit focus dessus parce que c'est assez important pour les copropriétés. Au niveau des copropriétés, il y a plusieurs réglementations qui s'appliquent. Déjà, des obligations réglementaires en termes de diagnostic. Donc ça, c'est savoir déjà, au niveau de la copropriété, qu'est-ce qui serait nécessaire de faire comme travaux. Et ça, pour le savoir, il faut faire un diagnostic. Donc, il y a la loi Climat et Résilience, qui est une loi qui a été votée en 2021, qui rend obligatoire pour toutes les copropriétés la réalisation de 2 documents, un diagnostic de performance énergétique collectif, donc ça, donc ce qu'on appelle le DPE. Là, je parle bien de DPE collectif, donc c'est un DPE qui est fait au niveau du bâtiment dans son ensemble, au niveau de la copropriété qui comprend un certain nombre de logements. Il ne faut pas le confondre avec le DPE qui est fait au niveau de votre appartement ou des maisons, qui lui est obligatoire en cas de vente ou de mise en location du logement.
mais il ne va traiter que votre appartement au niveau de la copropriété. Là, l'obligation, c'est vraiment un diagnostic au niveau de l'immeuble dans son entièreté, et donc ça intégrera des recommandations simplifiées sur les parties communes également, notamment par exemple l'isolation des façades, l'isolation de la toiture, le changement d'un système de chauffage collectif, et donc ça ne concernera pas que les travaux qu'on peut faire dans un appartement, mais le bâtiment dans son entier. Donc ça concerne les copropriétés qui ont été construites, dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013. La deuxième obligation, c'est la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux pour les immeubles qui ont plus de 15 ans. Donc ça, ce projet de plan pluriannuel de travaux, il va être fait généralement par le même type de structure, de bureau d'études qui réalise le DPE collectif. Et son but, en fait, c'est de lister tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à son bon entretien et à l'amélioration de l'aspect, de l'isolation et la réalisation d'économies d'énergie sur ce bâtiment. C'est également de lister une estimation des niveaux de performance énergétique que ces travaux permettraient d'atteindre, une estimation du coût de ces travaux et une proposition d'échéancier de ces travaux sur les 10 prochaines années. Donc ça ne concerne pas uniquement les travaux d'amélioration énergétique, mais également les travaux de bon entretien de l'immeuble. Et donc ça pourra par exemple concerner, je ne sais pas, des choses par exemple comme les ascenseurs, des choses comme ça qui ne sont pas forcément sur l'aspect énergétique. Donc, au niveau de cette slide, je vous ai remis en haut de la slide un tableau qui reprend les échéances de ces obligations. Donc, les premières échéances, c'est pour les grandes copropriétés de plus de 200 lots. Donc, quand je parle de lots, c'est des lots principaux, donc soit des logements, des commerces, ou voilà, ce n'est pas des lots de stationnement ou de caves, c'est vraiment des lots principaux. Donc, les copropriétés de plus de 200 lots, elles sont concernées par cette obligation dès le 1er janvier 2023 pour la réalisation du plan pluriannuel de travaux et 2024 pour la réalisation de DPE collectifs. Et ensuite, vous voyez dans ce tableau que cette obligation, elle s'égrène jusqu'à 2026 en fonction de la taille des copropriétés. Au niveau de l'obligation, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule obligation que la copropriété a, c'est de réaliser ce projet de plan pluriannuel, de le mettre au vote de l'Assemblée générale, que ça soit présenté en Assemblée générale, et que l'Assemblée générale vote sur la réalisation ou non des travaux recommandés. Mais il n'y a aucune obligation à ce jour de réaliser ces travaux. La seule obligation, elle concerne le diagnostic et le listing des travaux nécessaires. Au niveau du DPE collectif, il faut que je fasse un petit retour en arrière, notamment sur les copropriétés de plus de 50 logements en chauffage collectif et construites avant 2001. Ces copropriétés-là, en fait, elles avaient déjà une obligation qui date de 2017 de réaliser soit un audit énergétique, soit un DPE collectif. Donc, il y avait cette obligation, certaines l'ont faite. Là, aujourd'hui, cette obligation, elle concerne vraiment toutes les copropriétés, en fonction de leur date de construction, mais peu importe qu'elles soient au chauffage collectif, individuel, et peu importe la taille du logement. Une chose qui pourra, que les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué, c'est que pour réaliser un plan pluriannuel de travaux, il faut déjà avoir réalisé le DPE collectif. Le but, c'est qu'il faut en premier réaliser le diagnostic pour déterminer les travaux nécessaires. Sauf que la loi, en fait, si vous regardez les échéances, elle a un peu inversé ça. Et en fait, l'obligation de réaliser le plan pluriannuel, elle est en amont de l'obligation de réaliser le DPE collectif. Donc ça, c'est une incohérence qui est dans la loi. Peut-être que c'est quelque chose qui sera modifié dès l'année prochaine, mais en tout cas, aujourd'hui, bon, il y a cette incohérence, mais dans la réalité, en soi, la première chose à faire, c'est bien le DPE collectif. Donc, une obligation en termes de diagnostic, mais également une obligation en termes de travaux pour certains copropriétaires. Première chose, là je vous ai mis 2 exemples de réglementation. Vous avez d'abord, depuis le 1er janvier 2017, une loi qui oblige
en cas de ravalement ou de réfection de toiture, elle oblige la mise en œuvre d'une isolation. Alors ça, tout de suite, il faut apporter des précisions, c'est que cette obligation, elle s'applique à certains cas de ravalement, à certains cas de réfection de toiture. Par exemple, un ravalement qui consisterait uniquement à nettoyer la façade, reboucher les fissures et remettre un coup de peinture, n'est pas forcément un ravalement qui est pris en compte dans cette loi. Là, on parle vraiment de ravalement où on enlève l'enduit, on remet un enduit à neuf. Donc déjà, tous les ravalements ne sont pas pris en compte. Et il y a aussi tout un lot d'exemptions en termes architecturales, c'est-à-dire les bâtiments anciens en pierre ne sont pas concernés par cette obligation. Et également des critères d'exemption économique si le temps de retour sur investissement dépasse un certain niveau. Une fois qu'on a déduit les aides financières, on peut ne pas isoler. Donc, en effet, il y a cette obligation, mais il y a beaucoup d'exemptions. Ce n'est pas parce qu'on est dans un cas d'exemption que ça n'est pas pertinent d'isoler, mais voilà, il faut savoir qu'il y a cette loi, mais quand même pas mal d'exemptions. Donc, je vous ai noté dans le PowerPoint, vous le retrouvez, il y a le lien direct pour un guide qui récapitule un peu tout ce que je vous ai dit et toutes les exemptions qui existent et comment savoir si on est dans un cas d'exemption ou pas. Une autre obligation, ça dont beaucoup de monde parle en ce moment, c'est l'interdiction de mise en location de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Donc ça, c'est une interdiction qui va être progressive. Donc j'ai noté le tableau, j'ai noté ça dans le tableau que vous retrouvez sur la slide, en fonction en fait de l'étiquette énergétique issue du DPE, diagnostic de performance énergétique de l'appartement. Là, je ne parle pas du DPE collectif au niveau de l'immeuble. Le DPE collectif ne vous enlève pas l'obligation de réaliser un DPE au niveau de l'appartement quand vous allez le mettre en vente ou en location. Donc, si l'étiquette énergétique de l'appartement fait apparaître une étiquette F ou G ou E, vous allez petit à petit avoir une interdiction de mise en location avec des échéances jusqu'en 2034. Donc ça, la première échéance, c'est pour les passoires thermiques, on va dire les pires, les plus mauvaises dans l'étiquette G. Donc ce n'est même pas toutes les G, c'est les pires dans les G, où il y aura une interdiction dès le 1er janvier 2023. Ça concerne une petite partie, mais à partir de 2025, là, ça concernera déjà toutes les étiquettes en G, 2028 en F et 2034 en E. En tout cas, les passoires thermiques qui sont en F ou G, donc c'est déjà le cas, depuis le 25 août 2022, ont déjà l'interdiction d'augmenter les loyers. Donc ça concerne uniquement aujourd'hui les propriétaires bailleurs. Il faut bien savoir, il n'y a pas d'interdiction de vente de passoires thermiques. Il n'y a aucune interdiction sur ça aujourd'hui. Donc la seule obligation, ça concerne les propriétaires bailleurs qui auront l'obligation d'effectuer des travaux pour améliorer l'étiquette énergétique. Je prendrai bien sûr vos questions si vous en avez à la fin de la présentation. Comment rénover? Alors, déjà, la première étape, bien sûr, c'est le diagnostic, déterminer au niveau de l'immeuble quelles sont les déperditions énergétiques, puisque la première manière de rénover un bâtiment, c'est d'abord de l'isoler. Ça, c'est toujours la première étape, d'abord isoler, ensuite améliorer les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, mais en premier lieu, isoler le bâtiment, réduire ses déperditions. Donc ça, les interventions vont dépendre déjà du type de bâtiment, de la répartition des déperditions en fonction du bâtiment. Et là, du coup, je vous ai mis un exemple sur un bâtiment type. Ça peut varier d'un bâtiment à l'autre, mais voilà, pour essayer de comprendre au niveau d'un diagnostic quelles sont les données qui peuvent ressortir. Par exemple, là, sur ce bâtiment, vous avez l'information que 31% des déperditions de chaleur de ce bâtiment-là sont par les murs. Donc, par exemple, une intervention sur l'isolation thermique de ces murs serait quelque chose de très pertinent parce qu'il permettrait de réduire très fortement les déperditions. Alors que, par exemple, la toiture, c'est quelque chose aussi de pertinent, mais ça ne concerne que 8% des déperditions de ce bâtiment-là.
bien sûr, en fonction du nombre d'étages du logement, de l'architecture du bâtiment, ces chiffres pourront être totalement différents sur votre bâtiment. Notamment la question des fenêtres, des parois vitrées, où vous allez avoir des bâtiments où vous avez des façades qui sont presque totalement vitrées, alors que d'autres, bon, il y a beaucoup de surface de mur. Donc le but du diagnostic réalisé par le professionnel, ce diagnostic, ça peut être soit un DPE, un diagnostic de performance énergétique collective, donc ça c'est l'obligation réglementaire, mais ça reste un document qui est simplifié, c'est-à-dire c'est un document qui est réglementaire, où les préconisations sont très simplifiées, il n'y a pas forcément de détails en termes de type de matériaux que vous pouvez utiliser. Sur les économies d'énergie, ça reste une méthode de calcul qui est assez simplifiée pour calculer ces économies. Donc, ce qui peut être pertinent de faire, c'est plus ce qu'on appelle un audit énergétique. Ça, c'est un audit qui est fait par un bureau d'études qui aura un niveau de détail bien plus précis, avec des préconisations bien plus poussées et un mode de calcul des économies d'énergie qui sera bien plus fiable. Donc ça, je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi par la suite pour avoir des précisions, mais voilà. La manière la plus simple de faire un diagnostic, c'est de faire un audit énergétique pour connaître, pour savoir quels sont les postes d'amélioration au niveau de votre bâtiment. Donc ça, la manière d'améliorer énergétiquement le bâtiment, la manière la plus efficace, c'est de faire une rénovation globale. La rénovation globale, c'est quand on traite tous les points d'amélioration du bâtiment au niveau de l'isolation, au niveau du chauffage, ou du moins qu'on en traite la très grande majorité. Et donc, si on les cite, hein, vous avez sur un bâtiment la question de l'isolation des murs. Donc là, au niveau de l'isolation des murs, forcément, on a deux manières d'intervenir, soit par l'intérieur, en isolation par l'intérieur, on va venir mettre des plaques d'isolant, mais ça a la contrainte déjà de faire perdre de la surface intérieure, parce que quand on isole des murs au niveau des critères actuels, on est sur des épaisseurs d'isolation autour de 15 cm. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément à privilégier en copropriété, surtout que la copropriété, en elle-même, ne peut pas voter des travaux d'isolation par l'intérieur dans les appartements. Ce n'est pas des parties communes. Donc, la copropriété, on va plutôt s'intéresser aux travaux collectifs, c'est-à-dire les travaux qui concernent soit des équipements collectifs, soit des parties communes. Donc, au niveau de l'isolation des murs, ce qui se fait en copropriété, c'est surtout l'isolation des murs par l'extérieur, où là, on va mettre des panneaux isolants par l'extérieur au niveau des murs, dans le cadre d'un ravalement avec isolation. Ce qui permet en plus d'avoir une isolation qui est plus performante, parce qu'avec ce type d'isolation par l'extérieur, ça permet de couper tous les ponts thermiques. Un pont thermique, c'est une discontinuité dans l'isolation. Donc, par exemple, entre deux étages ou entre deux pièces, vous allez avoir une dalle, vous allez avoir des cloisons. Dans le cadre d'une isolation par l'extérieur, vous allez pouvoir couper ces ponts thermiques en les isolant, alors que par l'intérieur, il y a une rupture d'isolation à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'on parle de pont thermique. Donc l'isolation par l'extérieur, c'est une manière d'améliorer très fortement l'isolation d'un bâtiment collectif. En revanche, il faut bien se renseigner sur la possibilité de le faire, la manière de le faire, sur des bâtiments anciens. Je prends l'exemple, par exemple, dans beaucoup d'endroits, mais par exemple à Versailles, vous avez pas mal de contraintes, notamment près du château de Versailles, sur des contraintes, vous n'avez pas forcément la possibilité d'isoler par l'extérieur. Si vous-même, en plus, vous êtes un bâtiment ancien, ce n'est pas forcément pertinent de le faire. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'étudier tous les postes d'amélioration, mais on ne pourra pas forcément intervenir sur tous. Si je prends les autres, vous avez par exemple l'isolation de la toiture, pareil, que ce soit une isolation, une toiture terrasse, une toiture avec des combles qui sont aménagés ou des combles perdus. On ne va pas intervenir de la même manière avec le même type d'isolant et on ne va pas même mettre la même épaisseur d'isolant. Ça, l'audit énergétique peut vous préciser comment intervenir sur les toitures. Les fenêtres, alors les fenêtres, c'est un sujet qui est assez complexe parce que les fenêtres, la très grande majorité des parois vitrées en copropriété, c'est des parois qui sont privatives. Donc l'audit est censé donner des préconisations qui sont à la fois sur les parties communes, mais également sur les parties privatives.
Donc les fenêtres, c'est un poste d'amélioration important, c'est certain. En copropriété, il faut savoir que vous avez la possibilité de voter des travaux, de ce qu'on appelle les travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives. Donc ça, même si les fenêtres, ce sont des travaux privatifs, la copropriété a la possibilité, en assemblée générale, de voter le remplacement des menuiseries privatives et charge ensuite à chaque copropriétaire de se mettre en règle avec l'assemblée générale. C'est une possibilité qui est dans la loi sur la copropriété. C'est quelque chose qui peut être plus ou moins difficile, bien sûr, à mettre en œuvre aux copropriétés, plus ou moins pertinent, mais c'est une possibilité qui est offerte à l'assemblée générale. Ensuite, vous avez la question de l'isolation des planchers. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'isolation. La ventilation, c'est très important. Quand on isole un logement, quand on isole un bâtiment, on améliore son étanchéité à l'air, notamment au niveau des vitrages. C'est très important de ne pas emprisonner l'humidité produite par les occupants, par les salles de bain, la cuisine, tout ça. Il ne faut pas emprisonner cette humidité, sinon on se retrouve avec des problèmes de moisissure, de choses comme ça. Donc, le fait d'avoir une ventilation qui est performante, qui à la fois permet de ventiler suffisamment, donc généralement on est sur des ventilations mécaniques pour avoir une ventilation suffisante, mais ne pas surventiler. Surventiler, ça veut dire renouveler trop l'air intérieur en hiver, et donc avoir des déperditions énergétiques importantes. Donc une ventilation mécanique permet d'améliorer ces deux points-là. Donc la rénovation de la ventilation va à la fois améliorer la qualité de l'air intérieur, mais également limiter les pertes d'énergie. Donc ça, c'est un point qui est important, qui est souvent pas forcément pris en compte, mais très important et voire indispensable. Et ensuite, vous avez la question des équipements. Donc là plus sur l'aspect efficacité, la question du chauffage. Là, pareil, que ce soit un équipement qui soit individuel ou collectif. Pareil sur le chaude sanitaire, on ne va pas forcément intervenir de la même façon. Et si vous êtes sur des équipements individuels, ça par contre, vous ne pourrez pas le voter en assemblée générale. Ce n'est pas comme les fenêtres. Par contre, un équipement collectif, ça, bien sûr, ça pourrait être amélioré par un vote en assemblée générale. Alors, au niveau des étapes d'un projet de rénovation énergétique, je vous ai mis un schéma qui récapitule un peu tout le chemin de la rénovation énergétique en copropriété du début à la fin, c'est-à-dire du diagnostic, de l'idée de lancer une rénovation énergétique jusqu'à la réalisation des travaux. Ça, tout ce chemin-là, il peut prendre, selon la taille des copropriétés, selon la complexité du projet, il peut prendre plusieurs années. Généralement, en copropriété, voilà, il peut prendre entre 2 et 5 ans sur des copropriétés assez complexes, du début à la fin. Donc, au niveau de la première étape, bien sûr, c'est ce que je vous ai précisé au départ, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic, donc la première étape, c'est voter en assemblée générale la réalisation d'un audit énergétique, d'un diagnostic de performance énergétique collectif, d'un plan pluriannuel de travaux qui va permettre de savoir quels sont les travaux nécessaires pour la copropriété. La deuxième étape, ça va être, une fois que la copropriété souhaite s'engager dans une étude plus approfondie des travaux, de passer sur la conception de ce projet-là. Et généralement, sur les copropriétés, sur les copropriétés de plusieurs logements, les copropriétés vont faire appel à 2 interlocuteurs qui s'appellent le maître d'œuvre. Donc, le maître d'œuvre, c'est généralement l'architecte qui va concevoir le projet. Si je vous prends l'exemple, par exemple, d'un ravalement avec isolation par l'extérieur, c'est lui qui va établir un cahier des charges technique, qui va consulter les entreprises de travaux, parce que trouver des entreprises quand on est en copropriété, ce n'est pas forcément évident. Trouver des entreprises qualifiées, de confiance, qui ont l'habitude de travailler en copropriété. Donc, ça peut être intéressant de passer par un maître d'œuvre, un architecte. Et ensuite, ce maître d'œuvre va consulter les entreprises, mais également faire le suivi des travaux. Donc, assurer le suivi des travaux, le suivi des entreprises, donner les ordres aux entreprises et faire le lien en fait, entre la copropriété, le conseil syndical et les entreprises de travaux. Donc ça, dans un projet de rénovation globale,
faire appel à un maître d'œuvre en copropriété me semble indispensable. Le deuxième interlocuteur qui intervient, c'est celui qu'on appelle l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Je vais revenir après dans une autre slide un peu plus en détail sur son rôle. Ensuite, c'est la réalisation des travaux et bien sûr, derrière la réalisation des travaux, assurer un suivi des consommations, ça c'est quelque chose qui est recommandé, de vérifier en fait que le gain énergétique qui a été promis entre guillemets par les travaux, par l'audit énergétique, est-ce qu'il est bien atteint? S'il n'est pas atteint, pourquoi il n'est pas atteint? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut améliorer, peut-être au niveau du système de chauffage, adapter ces systèmes à un bâtiment rénové? Donc bien sûr, dans ce chemin-là, en copropriété, les décisions, elles se prennent en assemblée générale. C'est bien sûr pour ça qu'un projet en copropriété peut prendre plusieurs années, parce que généralement, on a une assemblée générale par an et on vote à la première AG la réalisation de l'audit, à la deuxième AG le choix d'un maître d'œuvre, d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, à la troisième AG le vote des travaux. Et voilà, on a déjà peut-être 3 ans qui sont passés. Sachant qu'on peut bien sûr faire des assemblées générales extraordinaires, si nécessaire, qui viendraient en doublon d'une assemblée générale classique. En tout état de cause, ces assemblées générales sont généralement des lieux de décision. C'est là qu'on va voter. Ce n'est pas forcément un lieu de débat, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder, et si on prend connaissance d'un sujet de rénovation à ce moment-là, on n'a pas toutes les informations pour voter à ce moment-là. Donc, dans un projet de rénovation énergétique en copropriété, la logique, c'est également d'organiser des réunions d'information en amont de ces assemblées générales, éventuellement des permanences faites par le conseil syndical, par le maître d'œuvre ou l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour renseigner les copropriétaires et qu'ils aient toutes les informations au moment du vote des travaux en assemblée générale. En tout état de cause, un conseil syndical impliqué et moteur est très important et indispensable pour l'atteinte d'un projet de rénovation globale en copropriété. Ça, je l'ai vu dans les copropriétés que j'ai pu conseiller. Celle qui arrive, c'est quand il y a vraiment un conseil syndical et pas seulement une personne qui porte le projet. Donc, si je reviens assez rapidement sur les différents acteurs qui interviennent dans un projet de rénovation énergétique en copropriété, tout en haut, vous avez bien sûr la copropriété elle-même, le syndicat de copropriétaires, c'est-à-dire tous les copropriétaires. Donc, c'est le maître d'ouvrage qui se réunit lors des assemblées générales. L'émanation de ce syndicat de copropriétaires, c'est le conseil syndical. Un groupe de copropriétaires qui a un peu plus de responsabilité, qui réfléchit aussi à l'amélioration, à l'entretien du bâtiment, à la question des comptes, de choses comme ça. Et à côté, vous avez le syndic, qui peut être soit professionnel, soit bénévole. Généralement, bénévole, ça va correspondre à un copropriétaire qui prend ce rôle de syndic. Ça, on retrouve ça plutôt généralement dans des toutes petites copropriétés. Une autre famille d'acteurs qui va accompagner la copropriété, c'est le pôle, on va dire, conseil-accompagnement. Donc là, en premier lieu, au niveau du conseil, vous allez avoir l'espace conseil France Rénov'. Donc ça, c'est nous. C'est nous localement. C'est-à-dire que nous, vous pouvez tout à fait nous contacter en tout début de projet, même il n'y a pas de projet qui est lancé, avoir des informations, contacter l'espace conseil France Rénov' pour avoir des informations sur comment s'y prendre. Ensuite, l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va accompagner la copropriété, notamment sur l'aspect aide financière. Je vais revenir un peu plus en détail dessus après. Le bureau d'études thermiques qui va lui réaliser le diagnostic, l'étude énergétique, l'audit énergétique. Sur l'aspect travaux, là, vous allez avoir le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, généralement un architecte, qui va concevoir et suivre le projet de travaux. Sachant que vous avez des entreprises qui combinent toutes ces missions-là, qui combinent potentiellement le rôle de maître d'œuvre, le rôle de bureau d'études, le rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a de plus en plus d'offres comme ça, d'entreprises qui sont aux copropriétés, avec des structures qui intègrent toutes ces compétences-là. Mais ça peut tout à fait être déconnecté, avoir d'un côté un bureau d'études, d'un côté un assistant à maîtrise d'ouvrage, et d'un côté un architecte.
Sur les travaux, vous allez bien sûr avoir les entreprises qui réalisent les travaux et parfois, dans certains projets, d'autres acteurs comme le coordinateur de sécurité, les bureaux de contrôle. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est des points qui concernent que certains types de copropriété. Et le dernier type d'acteurs, ça va être bien sûr les financeurs, donc les structures qui donnent des aides aux copropriétés, donc principalement l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, qui est une structure publique, donc là par rapport aux aides de l'État qui sont désignées aux copropriétés, que je vais présenter par la suite, les fournisseurs d'énergie également qui peuvent donner des aides aux copropriétés, et les banques qui permettent le financement et les prêts, notamment les prêts collectifs pour les copropriétés. Un petit focus très rapide sur le rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage, parce que c'est un métier qui est assez récent et qui se voit de plus en plus dans les copropriétés. Pourquoi? Parce que faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est devenu obligatoire pour les copropriétés pour bénéficier des aides de l'État. Donc c'est une obligation, vous êtes obligé de passer par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Son rôle, c'est généralement sur l'aspect financier, établir les plans de financement pour que chaque copropriétaire sache quelles sont les aides dont il peut bénéficier à titre collectif et individuel. Et le rôle de cet assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est également de monter les dossiers de financement, d'aide financière, de prêts, d'aide financière auprès de l'État ou des fournisseurs d'énergie, de monter ces dossiers via le syndic. Le syndic n'est pas tout seul, le conseil syndical n'est pas tout seul, ils sont assistés par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et cet assistant à maîtrise d'ouvrage, il intervient lors des réunions d'information, lors des AG, éventuellement lors de permanences dans la copropriété, pour renseigner le maximum de copropriétaires, pour que ces copropriétaires-là, quand ils viennent au moment de l'AG de vote des travaux, ils aient toutes les informations sur leur reste à charge, c'est-à-dire savoir quel va être le montant qui va être payé par eux, leur quote-part, déduction faite des aides financières qu'ils peuvent espérer. Donc, les assistants à maîtrise d'ouvrage, comment trouver ces assistants à maîtrise d'ouvrage? Nous, on a une liste d'assistants à maîtrise d'ouvrage référencés auprès de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Donc, on peut vous la fournir, vous pourrez me contacter, vous aurez mon contact, on pourra échanger sur tout ce que j'ai présenté ici et plus en détail sur votre copropriété, et je pourrais vous envoyer cette liste-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du département des Yvelines, donc le territoire sur lequel on intervient, il y a un assistant à maîtrise d'ouvrage qui s'appelle Citémétrie, qui peut intervenir sur certaines copropriétés à titre gratuit. Et en fait, pourquoi c'est gratuit? C'est parce que le département des Yvelines finance cet accompagnement-là pour certaines copropriétés. Donc, ça va être généralement des copropriétés qui sont de petite taille. Je pourrais vous détailler plus ça, mais voilà, si vous êtes une copropriété de 250 logements, cet accompagnement ne sera pas gratuit. Et, voilà. En tout cas, pour certaines copropriétés, notamment les plus petites, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement gratuit. Au niveau des aides financières, et donc ça sera la dernière partie de ma présentation, les aides financières, alors moi je vais vous parler des aides financières qui concernent le webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire les travaux en copropriété, donc les travaux collectifs. Donc, sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ça correspond par exemple par rapport aux travaux d'isolation par l'extérieur, les travaux qui sont votés en AG, le changement d'une chaudière collective, une isolation de toiture, ça c'est ce qu'on considère comme des travaux collectifs. Donc, au niveau collectif, vous avez une aide financière, l'aide de l'État, qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété. Ça, c'est l'aide qui existe depuis fin 2020, qui a remplacé les systèmes de crédit d'impôt qui existaient auparavant. Et donc, ça a été remplacé par une aide collective. Donc, c'est une aide qui est versée au syndicat de copropriétaires, donc sur le compte de la copropriété, et qui est ensuite répartie en fonction des tantièmes, des quotes-parts de chaque copropriétaire. Donc, elle est éligible à la fois pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Cette aide, elle est un peu spécifique parce que pour en bénéficier, il faut déjà s'engager dans une rénovation globale.
Rénovation globale, cette aide financière, elle fixe un seuil de gain énergétique de 35%. C'est-à-dire que les travaux qui font l'objet d'une demande d'aide, ça peut être un seul travaux, mais généralement, ça va être plusieurs types de travaux. Par exemple, l'isolation par l'extérieur et l'isolation de la toiture, par exemple. Il faut prouver via une évaluation énergétique, l'audit, le diagnostic, que ces travaux-là permettent un gain énergétique d'au moins 35% au niveau de la copropriété. Donc ça, c'est le but des audits qui vous diront, en effet, ils vous diront si les travaux permettent ce gain énergétique-là. Donc, si vous respectez ce critère-là, si la copropriété, elle est principalement considérée principalement composée de logements d'habitation principale, donc soit loués, soit occupés à titre par des propriétaires occupants. Si la copropriété est bien immatriculée au registre des copropriétés, vous pouvez bénéficier de cette aide-là. Pour en bénéficier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage est obligatoire. Et l'autre obligation, ça c'est pour toutes les aides, c'est de faire appel à des entreprises de travaux qui ont la labellisation RGE. Donc je vous ai mis dans la slide le niveau de ces aides-là. Donc c'est une aide qui est de 25% du montant des travaux, avec un maximum de 3 750 € d'aide financière multiplié par le nombre de logements. Et donc ça, c'est une aide collective qui est versée sur le compte de la copropriété. Il y a différents bonus qui peuvent s'ajouter en fonction des conditions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'également, il y a des aides individuelles dans le cadre de ce dispositif-là qui peuvent être mobilisées par les ménages modestes et très modestes. Donc, il y a des plafonds de ressources à respecter. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est son rôle de recenser ces ménages-là et de mobiliser toutes les aides individuelles qui pourraient bénéficier en complément. Donc, dans ces aides-là, vous avez des aides notamment de l'ANA en complément pour ces ménages-là et des aides du département des Yvelines, mais également des aides de caisses de retraite, de mutuelles qui peuvent se cumuler avec cette aide collective. Mais voilà, ces aides individuelles, il faut bien comprendre, elles sont uniquement dédiées aux ménages sous conditions de ressources. Ce qu'il faut que je précise quand même, c'est que les aides, là, ce que je vous dis, c'est aujourd'hui, en 2022. Bien sûr, les aides peuvent être amenées à évoluer d'une année à l'autre, surtout en copropriété où les projets peuvent être assez longs. Donc, le principe, c'est que les aides, elles sont à demander avant le début des travaux. Le dossier est à déposer avant les travaux. Donc, ça va dépendre en fait du moment où vous allez voter ces travaux-là. L'information qu'on a, c'est que normalement, l'année prochaine, en tout cas, ça ne devrait pas spécialement évoluer par rapport à ça, mais sur des années, enfin sur le futur, ça, on ne peut pas savoir les évolutions potentielles. Une autre famille d'aides, c'est les aides des fournisseurs d'énergie. Ça, il n'y a pas spécialement de gain énergétique à atteindre, c'est plutôt des aides où on va regarder, par exemple, si vous isolez la toiture, que l'entreprise de travaux est bien RGE et que le critère de performance, c'est-à-dire qu'il y a une certaine épaisseur d'isolation. Mais il n'y a pas de gain énergétique de plus de 35% demandé. En revanche, si vous êtes bien dans une rénovation globale qui permet un gain énergétique de plus de 35%, vous pouvez bénéficier d'une aide spécifique des fournisseurs d'énergie qui est bonifiée, qu'on appelle le coup de pouce rénovation performance globale de bâtiments résidentiels collectifs. Donc, ces aides-là, elles sont délivrées par les fournisseurs d'énergie à demander en amont des travaux. Si vous êtes accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est également son rôle de mobiliser ces aides-là. Au niveau des autres dispositifs, vous avez également la TVA réduite. Vous avez une TVA qui est à 5,5% sur les travaux de rénovation énergétique. Donc ça, elle est valide aussi en copropriété. Et en termes de financement, vous avez des prêts collectifs, notamment l'éco-prêt à taux zéro collectif, qui permet à une copropriété de mobiliser un éco-prêt à taux zéro. Et là, en fait, c'est chaque copropriétaire qui peut décider son adhésion ou non au prêt collectif. Il n'y a pas de solidarité entre les copropriétaires, c'est-à-dire que s'il y a un copropriétaire qui fait défaillance, qui ne paie pas son prêt,
ne sera pas aux autres copropriétaires de payer la différence. Il peut y avoir un prêt qui est jusqu'à 30 000 € par logement sur 15 ans. Et ça, vous avez 2 banques qui le proposent. Donc là, on parle bien de prêts collectifs, mobilisés par le syndic pour le compte des copropriétaires qui le souhaitent. Il y a 2 banques, il y a Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance. Et vous avez également une structure de tiers financement qui s'appelle Île-de-France Énergie, qui, elle, fait un accompagnement global, c'est-à-dire assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études. Ils ont cette compétence-là. Et également, ils sont qualifiés pour proposer les coprats au zéro, du fait de leur statut un peu spécifique. Pour les aides individuelles, c'est-à-dire les aides sur les parties privatives, si par exemple vous changez vos fenêtres, vous isolez par l'intérieur les murs, là, c'est des dispositifs qui sont un peu différents, mais qui sont un peu sur le même principe, MaPrimeRénov', les aides des fournisseurs d'énergie. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais vous avez un guide qui récapitule toutes ces aides-là, les montants des aides, la manière de les demander. Vous pouvez retrouver, vous aurez ce guide-là dans la présentation. En information complémentaire, nous, aujourd'hui, on organise donc ce webinaire. On a déjà organisé, notamment l'année précédente, un certain nombre de webinaires pour les copropriétés. Tous ces webinaires qu'on a déjà organisés, ainsi que ce webinaire d'aujourd'hui, ont été enregistrés et sont visibles, en rediffusion, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez le lien. Et par exemple, les webinaires qu'on a organisés l'année dernière, on a des webinaires thématiques, notamment sur la question du rôle du maître d'œuvre, de l'architecte en copropriété, sur aussi, par exemple, l'impact de la ventilation. On a un webinaire dédié à ça, pour les personnes qui pourraient en douter de l'intérêt de rénover la ventilation. On a un webinaire sur ça. Donc, vous pouvez les revoir, tout comme ce webinaire. N'hésitez pas à le partager aussi à d'autres personnes de votre copropriété. Au niveau d'autres informations, vous avez également un guide très bien fait, Tout savoir sur la rénovation énergétique en copropriété, dans lequel vous pourrez retrouver beaucoup d'informations. Au niveau de l'aspect retour d'expérience, on organise, donc l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie, on organise une visite d'une copropriété rénovée. Donc c'est une copropriété de 80 logements, un bâtiment de 80 logements qui a fait l'objet d'une rénovation globale qui s'est terminée en 2021. Et donc, on organise cette visite le 3 décembre, samedi 3 décembre. Donc, si ça vous intéresse et si vous souhaitez plus d'informations, il y a le lien d'inscription dans le support qu'on vous enverra d'ici quelques jours. Donc là, l'intérêt, c'est un retour d'expérience. Il y aura le président du conseil syndical, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, l'architecte qui sera présent. Voilà, donc merci de votre attention. Avant de prendre éventuellement quelques questions, juste nos coordonnées, parce que le but donc, de l'espace conseil France Rénov' qu'on représente, c'est derrière d'avoir des conseils personnalisés. Les copropriétés, moi très fréquemment, je fais des points avec elles, voilà, par téléphone, par visio éventuellement, ça peut être intéressant, ou en rendez-vous dans nos locaux. On ne se déplace pas dans les copropriétés, mais vous pouvez venir nous voir. Sur rendez-vous, donc il y a moi, donc Jérémy Buquel, je suis spécialiste, ce sera moi votre contact sur l'aspect copropriété, logement collectif. Donc n'hésitez pas de préférence à m'envoyer un mail ou à me contacter. Et je vous ai mis quand même au-dessus les coordonnées des conseillers de France Rénov', de notre espace conseil. Là, par contre, ça sera plus les personnes qui souhaiteraient des conseils, soit pour leur maison, soit pour des travaux privatifs en appartement. Et là, pareil, vous pouvez soit nous contacter par téléphone, soit prendre rendez-vous. Donc, vous avez le lien de notre site internet qui permet de prendre un rendez-vous. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vais regarder s'il y a quelques questions et essayer d'y répondre. J'aurais pas forcément, alors il y a pas mal de questions, donc j'aurais pas forcément l'occasion de répondre à toutes les questions. On a presque atteint les 1 heure de webinaire, mais voilà, si je réponds pas à votre question, n'hésitez pas à revenir vers moi à l'adresse mail indiquée par la suite. Alors, première question de Christian Denis. Bonjour, quid de l'augmentation du fioul?
Alors en effet, hein, j'ai fait un focus sur le gaz, sur l'électricité. Le fuel, bien sûr, a augmenté. C'est une augmentation qui est très fluctuante, hein, en fonction à la fois du prix du baril, mais également des contraintes géopolitiques, hein. Le gaz est aussi, on va dire que le fuel est impacté aussi par les contraintes sur le gaz. Il a fortement augmenté, clairement. Je ne pourrais pas vous dire comme ça de pourcentage. Ce qui est intéressant de savoir au niveau du fuel, c'est qu'au niveau des obligations de travaux, là, vous avez une obligation qui concerne l'interdiction de remplacer une chaudière fuel qui pourrait tomber en panne par une nouvelle chaudière fuel. Donc ça, si votre chaudière fuel tombe en panne, que vous ne pouvez pas la réparer, soit une chaudière fuel individuelle ou collective, la loi est précise que vous serez dans l'obligation de trouver un autre système. Chaudière gaz, pompe à chaleur, chaudière biomasse, autre chose. C'est ce que la loi précise. En revanche, il y a quand même des exemptions, et notamment, il y a un point qui n'avait pas été prévu par la loi à la base, mais dans lequel les industriels du fuel se sont un peu engouffrés, c'est la question du biofuel. C'est un fuel un peu à l'image des biocarburants, où en fait, ce n'est pas que du fuel fossile, on va dire. Il y a une part de fuel qui est produite par des céréales, par du maïs, du soja, qui permet de réduire le coefficient d'émission de CO2 de ce carburant-là, de ce combustible-là, et du coup, n'est pas forcément concerné par cette interdiction d'utilisation du fuel. Donc voilà, bon, je ne vais pas plus dans le détail, mais si vous avez des questions par rapport au fuel, ça peut être intéressant de me contacter, parce que les copropriétés au fuel, généralement, c'est des copropriétés anciennes qui auraient aussi des besoins d'amélioration au niveau de l'isolation. Quelle contrainte sera appliquée en cas de non-réalisation du plan pluriannuel? Alors, la réalisation de l'étude, hein, du projet de plan pluriannuel, c'est-à-dire faire réaliser cette étude-là, le listing, elle est obligatoire. Donc, ça, c'est une obligation. Les copropriétés sont dans l'obligation de le faire. Si, en revanche, il n'est pas voté, c'est-à-dire qu'il est présenté en assemblée générale, mais la copropriété décide de ne pas réaliser ces travaux-là, aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de réaliser, donc il n'y a aucune contrainte sur ça. La seule contrainte, c'est de faire réaliser cette étude et de le présenter en assemblée générale. Selon vous, à quoi doit ressembler un plan pluriannuel de travaux? Pouvez-vous en transmettre un exemple avec la présentation après cette réunion? Alors, je vous ai listé dans la slide ce que doit contenir un plan pluriannuel de travaux. Donc, ça ressemble à ça. Alors, je n'ai pas d'exemple de modèle. Je n'ai pas ça aujourd'hui, mais voilà, ça vous liste en fait tout ce qui doit être compris dedans. Généralement, ça se base du coup sur un audit, et après, vous avez un listing de tous les travaux nécessaires par domaine, ainsi qu'un échéancier, une estimative des coûts et des gains énergétiques. Je pense que sur Internet, vous pouvez trouver des exemples de plans pluriannuels de travaux. Un DPE collectif fait dans le cadre de l'audit énergétique réalisé en 2015 est-il toujours valable dans le cadre des nouvelles règles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les copropriétés qui ont fait un audit énergétique, ce n'est pas un DPE collectif, même si ça va beaucoup plus dans le détail qu'un DPE collectif. La loi, aujourd'hui, elle prévoit une obligation pour les DPE collectifs uniquement. Donc, peut-être que la loi sera revue l'année prochaine. Il y aura plus des détails, notamment du fait que les premières échéances des obligations débutent l'année prochaine. Mais aujourd'hui, une copropriété qui a déjà fait un audit a quand même l'obligation de réaliser à nouveau un DPE collectif. Quant aux copropriétés qui ont déjà réalisé un DPE collectif, le DPE collectif, il faut savoir qu'il est valable 10 ans. Donc, s'il a moins de 10 ans, il sera toujours valide. S'il a plus de 10 ans, il faudra le refaire. Alors, le DPE diffère souvent selon les entreprises qui le font. Beaucoup de DPE semblent assez peu valables. Il est extrêmement difficile de trouver des entreprises fiables et sérieuses. Tout à fait, hein, le DPE, c'est un document réglementaire. Alors, après, il faut séparer les DPE qui sont faits au niveau des appartements et des maisons des DPE qui sont faits au niveau des immeubles. Déjà, ce n'est pas forcément le même type de structure qu'ils le font. Alors, les deux doivent être
référencés, hein. Dans la slide, je vous ai mis l'annuaire sur lequel vous pouvez trouver toutes les structures qui sont labellisées pour la réalisation de DPE. Mais le principe, en effet, c'est que le DPE, c'est un document qui est très succinct, avec des préconisations très succinctes également, une méthode de calcul qui n'est pas ultra précise. Voilà, c'est un diagnostic qui est très simplifié. Donc, si vous voulez une étude plus poussée, un vrai outil d'aide à la décision, c'est clairement un audit énergétique qu'il faudra faire, voire même un audit énergétique architectural, ce qu'on appelle l'audit global. Dans une copropriété comportant plusieurs bâtiments, est-ce que le DPE est propre à chaque bâtiment ou global à l'ensemble des bâtiments? Alors, le DPE ou l'audit, il est fait bâtiment par bâtiment. Donc, si la copropriété elle a plusieurs bâtiments qui sont séparés, qui ne sont pas accolés, il y aura une étiquette DPE qui sera bâtiment par bâtiment. Après, le DPE, il est fait dans le cadre de la copropriété, donc c'est une prestation, mais il doit y avoir un détail bâtiment par bâtiment. Si on réalise des travaux d'isolation thermique dans l'optique d'amélioration du DPE, qui s'engage sur l'amélioration de la note du DPE? En fait, c'est en amont, c'est-à-dire quand vous réalisez le DPE vous dit, alors on va dire plutôt l'audit énergétique, parce que le DPE, les préconisations sont très simplifiées. Donc l'audit énergétique, en revanche, il va vous dire si vous faites tel ou tel travaux, vous allez améliorer votre étiquette énergétique, vous allez baisser de, je ne sais pas, 35% la consommation d'énergie rapportée au mètre carré, et vous pouvez espérer telle économie. Ça, le principe, c'est qu'il va vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour atteindre ce gain énergétique, c'est-à-dire isoler les parois avec quelle épaisseur, mettre une chaudière ou une pompe à chaleur qui répondrait à tel critère de performance. Et en fait, voilà, c'est ça qui vous permet de dire si vous faites ces travaux-là, vous améliorerez l'étiquette énergétique. C'est ça le principe, mais il n'y a pas de contrôle a posteriori en disant bon, bah, on va vérifier que l'étiquette énergétique est bien atteinte. Après, rien ne vous empêche de refaire une étiquette DPE à ce moment-là, qui, elle, sera faite sur la base des travaux, enfin de l'état des lieux après travaux. Alors, dans le cas d'un audit énergétique qui préconise l'obligation de changer les fenêtres privatives, si l'AG vote le changement des fenêtres privatives au titre de l'intérêt collectif, est-ce que le coût de ces changements peuvent entrer dans le financement collectif et bénéficier de MaPrimeRénov'? Alors, c'est un peu spécifique. Les travaux, donc ce qu'on appelle les travaux d'intérêt collectif, donc par exemple les menuiseries privatives, ne peuvent pas rentrer dans un financement collectif, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans l'enveloppe aidée au titre de MaPrimeRénov' copropriété. Par contre, leur changement peut rentrer dans le calcul du gain énergétique. C'est-à-dire que si, pour atteindre les 35%, il faut changer les menuiseries privatives, le gain énergétique lié aux fenêtres est pris en compte. Par contre, leur coût, leur financement n'est pas intégré dans le LED. En revanche, le changement peut être intégré dans l'éco-prêt. C'est-à-dire que l'éco-prêt peut contenir à la fois des travaux privatifs et des travaux collectifs. Nous avons refait l'isolation de notre résidence et attendons l'audit après travaux pour obtenir les CEE isolation. Donc CEE, c'est les aides des fournisseurs d'énergie. Notre syndic n'arrive pas à avoir de RDV pour réaliser cet audit. Nos travaux d'isolation sont faits depuis décembre 2021 et notre facture date du 11 janvier 2022. Est-ce normal que ce soit aussi long? Alors, bon, c'est difficile de répondre à votre question parce que ça pourrait correspondre à plein de situations. Là, je vous invite plutôt à m'envoyer un mail ou à me contacter pour qu'on en discute. Copropriété et raccordement électrique des véhicules. J'imagine que vous parlez des véhicules électriques. Pas d'obligation à ce jour. Alors, il y a des obligations pour les logements neufs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de raccorder pour des logements, enfin des bâtiments existants. En revanche, c'est peut-être quelque chose qui va venir et c'est quelque chose qui prend de la place dans les copropriétés, notamment le droit à la prise,
Donc il y a des dispositifs, en effet, c'est pas vraiment notre domaine de compétence, hein, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation pour toutes les copropriétés d'installer un système de raccordement collectif. En revanche, les copropriétés peuvent bénéficier de financements spécifiques pour l'installation d'un système de bornes de recharge électrique. Donc ça peut être intéressant. Quid des pompes à chaleur et électricité produites par photovoltaïque dans un secteur sauvegardé? Ça, en effet, hein, la question architecturale est très importante. C'est d'ailleurs la raison pourquoi un maître d'œuvre est indispensable et voire un audit énergétique et architectural est très fortement recommandé, parce qu'on ne peut pas forcément tout faire dans tous les secteurs. Donc oui, il y a des secteurs des Yvelines où l'installation d'unités extérieures de pompes à chaleur, l'installation de panneaux photovoltaïques est interdite. Bon, ce n'est pas interdit dans tous les cas, ce n'est pas interdit dans tous les secteurs sauvegardés. En revanche, ça, pour le savoir, il faut se renseigner auprès de la mairie, des services urbanisme. Vous avez également une association, un peu comme nous, à notre image, qui fait du conseil neutre et gratuit, qui s'appelle le CAUE 78, qui fait du conseil. Donc, c'est des architectes qui font du conseil aussi sur les règles d'urbanisme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en rénovation énergétique, sur des copropriétés existantes, aujourd'hui, il y a quand même très peu de systèmes de pompe à chaleur collective, d'installation de photovoltaïque. Il y a presque aucun retour d'expérience aujourd'hui sur ça. Donc, ça démontre quand même que c'est assez compliqué. Après, ça peut être intéressant de s'y intéresser quand même. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. On a atteint l'heure qui était dédiée. Donc, je vous remercie de votre participation. Vous avez nos contacts, donc on vous enverra bien sûr le support de présentation ainsi que le lien pour la rediffusion du replay de cette présentation. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous préviens par avance que, vu qu'on a énormément de demandes sur les copropriétés et probablement encore plus suite à ce webinaire, ne vous étonnez pas si bon, je mets un petit certain temps à vous contacter, mais je vous recontacterai, ça je m'y engage. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.